En avril 2019, un utilisateur anonyme poste sur Reddit les photos d'un vieux guide de voyage des années 50, intitulé « Around the World in 2000 Pictures ». En français, « Le tour du monde en 2000 photos ». Au premier regard, rien d'inhabituel. Mais en regardant de plus près, chaque page semble avoir été transformée. Des annotations écrites à la main, des suites de chiffres, des coordonnées GPS, des symboles francs-maçons et des codes incompréhensibles. Comme si quelqu'un avait passé des années à cacher un message dans un simple livre de voyage. Au début, tout le monde pense avoir affaire au délire d'un inconnu. Puis, quelqu'un décide d'entrer les coordonnées. Et là, le problème, c'est qu'elles existent vraiment. À partir de cet instant, Internet bascule. Des milliers d'internautes commencent à analyser chaque page, chaque symbole, chaque chiffre, convaincus qu'ils viennent de tomber sur une gigantesque chasse au trésor. Ce mystère sera bientôt connu sous le nom le livre Sojoana. Mais au fil de l'enquête, quelque chose d'encore plus troublant apparaît. Ce livre ne semble pas seulement cacher des lieux. Il contient des références à des événements qui n'ont pas encore eu lieu. Des coïncidences si improbables que certains sont persuadés qu'il prédit l'avenir. Et comme si cela ne suffisait pas, une autre question commence à obséder ces enquêteurs. L'homme qui a publié ces photos est-il vraiment celui qu'il prétend être ? Est-ce un ARG, une œuvre d'art gigantesque, une expérience sociale ou le début d'une histoire bien plus inquiétante? Pour le comprendre, il va falloir que vous remontiez 5 ans plus tôt avec moi à la page 0. Le livre à l'origine de toute cette histoire n'a en apparence absolument rien de spécial. C'est un vieux guide touristique américain des années 50, comme je vous l'ai dit, intitulé Around the World in 2000 Pictures. Un livre qu'on pouvait trouver à l'époque dans n'importe quelle librairie. L'utilisateur qui l'a publié sur Reddit raconte l'avoir acheté dans une boutique d'occasion en Caroline du Sud pour seulement quelques dollars. Une trouvaille sans valeur, enfin, c'est ce qu'il croyait. En ouvrant le livre, il découvre que quelqu'un a transformé une cinquantaine de ces 750 pages en un immense puzzle. Des cartes dessinées à la main, des coordonnées GPS, des mots écrits en cherokee, des symboles maçonniques, des croquis géométriques, des suites de chiffres et surtout, aucun de ces éléments ne semble avoir été placé là au hasard. Chaque annotation paraît répondre à une autre. Chaque symbole semble cacher une règle, comme si le livre entier obéissait à une logique que personne ne comprenait encore. Dépassé par ce qu'il venait de trouver, son propriétaire décide alors de scanner les pages et de les publier sur Reddit. Plus précisément sur r/RBI. Le Reddit Bureau of Investigation, une communauté composée de détectives amateurs, de passionnés de cryptographie, de hackers, de chercheurs et parfois même de complotistes. Autrement dit, exactement le genre d'endroit où une histoire comme celle-ci pouvait exploser. Et elle va exploser. Parce que dès la première page, un détail change complètement la nature de l'enquête. 5 jeux de coordonnées y sont soigneusement dissimulés. La plupart des internautes pensent d'abord qu'il s'agit de nombres inventés. Mais lorsqu'ils les saisissent dans Google Maps, ils tombent tous sur des lieux bien réels. Fort Gordon, le phare de Hunting Island, Atlanta, un vieux pont perdu en Caroline du Nord, et surtout une étrange pyramide de pierre quasiment inconnue du grand public, Murphy Pyramid. Moi-même, je n'en avais jamais entendu parler. À cet instant, une évidence s'impose. La personne qui a annoté ce livre savait exactement ce qu'elle faisait. À côté de ces coordonnées se trouve un dessin, un simple carré, un X, 3 flèches et un mot. Pendant plusieurs années, tout Internet lit ce mot comme Soana. C'est même ce qui donnera son nom au mystère, le livre Sojoana. Mais avec le temps, certains chercheurs remarquent quelque chose, un tout petit détail. Et si tout le monde lisait mal, selon eux, l'inscription ne serait pas Soana, mais 50 Johanna. Une différence minuscule et qui change pourtant complètement l'interprétation du schéma. En prenant la pyramide de Murphy comme point de départ, puis en suivant l'angle de 50 degrés indiqué sur le dessin, on arrive une nouvelle fois sur des lieux parfaitement réels. Un ancien pont, une église et une tour d'observation nommée Johanna Bold. Oui, donc c'était bien 50 Johanna, un angle de 50 degrés. Ce n'est plus une coïncidence. L'auteur de ces annotations maîtrisait manifestement la cartographie, la crypto, l'histoire des Cherokees et plusieurs références ésotériques extrêmement précises et pointues. Puis juste en dessous, 2 lignes de code, courtes,
Je vous avoue, personne n'a encore réussi à les déchiffrer à ce jour. Pas Reddit, ni les spécialistes des énigmes, vraiment personne. Mais ce n'est toujours pas le détail le plus étrange. Parce que, en haut de cette page, il y a une signature. Et juste à côté, une date. 1838. Alors, un livre imprimé dans les années 1950, signé plus d'un siècle avant même d'avoir été publié. Au début, on pourrait croire à une simple plaisanterie. Sauf que cette date, vous allez la retrouver partout. Et plus l'enquête avance, plus elle va devenir impossible à ignorer. À ce stade, beaucoup pensent encore qu'il s'agit simplement des notes obsessionnelles d'un inconnu. Mais plus les internautes tournent les pages, plus cette théorie s'effondre. Parce que chaque nouvelle annotation semble ouvrir une nouvelle porte. Aujourd'hui, une carte collaborative créée par la communauté recense 187 lieux différents, reliés à ce même livre. 187. Et ce chiffre continue encore d'évoluer. Le livre n'est plus un simple objet, c'est devenu une immense carte. Page après page, il relie des monuments, des sites historiques, des installations militaires et même des lieux chargés de symboles. Prenons quelques exemples. À la page 18, un dessin représente Nelson Colomb à Londres. À côté, une inscription « Crossfire Gambit ». Sur le moment, personne ne comprend ce que cela signifie. Un simple nom de code, une référence historique ou la pièce d'un puzzle beaucoup plus vaste. Gardez ce nom en mémoire parce qu'il reviendra plus tard. Quelques pages plus loin, les coordonnées de la page 30 conduisent vers un endroit qui, à lui seul, alimente déjà les théories du complot depuis des décennies. Les Georgia Guidestone, un monument de granit construit à la demande d'un mystérieux homme, utilisant le pseudonyme R.C. Christian. Des inscriptions gravées en plusieurs langues, des alignements astronomique d'une précision remarquable et un cube de granit mystérieusement retiré puis reposé sur le même socle. Et pendant des années, des rumeurs sur une prétendue société secrète derrière sa construction. Comme si cela ne suffisait pas, en 2022, le monument est partiellement détruit par une explosion mystérieuse avant d'être finalement entièrement démolie par les autorités quelques heures plus tard pour des soi-disant raisons de sécurité. Une coïncidence de plus ou une nouvelle pièce du puzzle, on n'en sait rien. Mais on arrive à la page 37. Cette fois, ce ne sont plus des coordonnées, seulement une série de points, un schéma presque abstrait, jusqu'à ce que quelqu'un ait l'idée de la superposer à une carte. Les points correspondent presque parfaitement au plan de Menwith Hill, l'une des plus grandes bases d'écoute électronique au monde, un site militaire britannique utilisé dans le renseignement. Alors pourquoi représenter une base aussi sensible dans un vieux guide touristique ? Personne n'a encore de réponse. Mais à la page 49, un code maçonnique est finalement déchiffré. 2 mots apparaissent. Tallulah, Johanna. L'enquête rebondit immédiatement. Le nom semble renvoyer à Tallulah en Géorgie. Les chutes de Tallulah, la rivière de Tallulah ou la gorge de Tallulah. Et même d'anciens villages cherokees qui portaient ce nom. Encore une fois, tout converge vers un même secteur géographique. Et puis arrive la page 69. Encore un mot en cherokee. Et sa traduction est étonnamment simple. Secret. À côté de nouvelles coordonnées, cette fois elles pointent toutes vers Augusta. En reportant les angles dessinés dans le livre, plusieurs internautes tombent sur de nouveaux lieux. Un immense compas gravé dans le sol et un centre culturel perdu dans les montagnes. À ce stade, le hasard devient extrêmement difficile à défendre. Parce que plus l'enquête avance, plus le livre mélange les genres et les domaines qui, normalement, n'ont rien à voir entre eux. Comme je vous l'ai dit précédemment, cryptographie, franc-maçonnerie, langue cherokee, etc., etc. Comme si une seule personne avait décidé de réunir toutes ses connaissances dans un seul et unique objet, ce fameux livre. Ce n'est plus le carnet d'un excentrique, c'est le travail de quelqu'un qui semblait savoir exactement où il voulait conduire ceux qui ouvriraient ce livre. La vraie question n'est peut-être plus qui a écrit ces annotations, mais pourquoi ? Et surtout, comment pouvait-il connaître autant de choses bien avant que certaines d'entre elles ne deviennent célèbres ou même ne se réalisent. Mais savait-il aussi ce qui allait se passer ensuite ? On pourrait croire qu'à ce stade, le livre a déjà révélé tous ses secrets. Mais ce qui va suivre change complètement la nature de l'enquête. Parce qu'à partir de maintenant, le livre ne semble plus seulement décrire le monde, il semble l'anticiper. Page 113. Parmi plusieurs photographies de Paris apparaît un étrange croquis.
À côté, un mot écrit en cherokee. Les linguistes finissent par le traduire. Fille de chef ou plus simplement princesse. Sur le moment, personne n'y prête vraiment attention. Le mot est noté dans un coin des recherches, puis vite oublié. Mais gardez-le en tête, parce que plusieurs centaines de pages plus loin, il va revenir. Et ce sera l'une des révélations les plus importantes de toute l'histoire. Les pages suivantes continuent d'accumuler les coïncidences. À la page 185, le mot Tallulah réapparaît, dissimulé dans plusieurs fragments de textes réorganisés. Puis les pages 268 et 270 montrent une étrange tour rouge. À côté, 2 inscriptions, Rosa et CH. L'image ressemble presque à une peinture métaphysique du fameux Giorgio di Chihiro. Encore une référence que personne n'arrive à comprendre. Mais la communauté s'accroche et continue, encore, et arrive à la page 341. Au premier regard, elle apparaît presque décevante. Un simple dessin, un bateau taillé dans la pierre et un seul mot, Ève. Rien d'inquiétant, rien d'extraordinaire. Puis, un mois plus tard, exactement un mois après la publication du livre sur Reddit, une œuvre publique est inaugurée à Augusta. Son nom, Stone Boat, un bateau de pierre. Installé où ? Sur Ève Street. Le même bateau, le même nom, dans la même ville. Alors comment est-ce possible ? Le projet n'avait jamais été annoncé publiquement. Aucun article, aucune photographie, aucune fuite. Pour connaître son existence, il fallait soit travailler sur le projet, soit connaître quelqu'un qui y travaillait, ou alors connaître l'avenir. À partir de cet instant, une hypothèse commence à circuler. Et si l'auteur du livre n'était pas un simple passionné d'énigmes, mais quelqu'un ayant accès à des informations confidentielles. Quelques pages plus loin, la page 369, ajoute une nouvelle couche à ce mystère. Un symbole hybride, à moitié serpent, à moitié croix, et une carrière de granit. Et surtout un nouvel angle qui pointe vers Frying Pan Mountain. Encore un lieu réel, encore une destination parfaitement calculée. À ce stade, les internautes ne parlent plus de hasard. Ils parlent d'un réseau. Un réseau qui relie des monuments, des bases militaires et surtout l'histoire cherokee avec des œuvres d'art contemporaines. Comme si une seule intelligence avait tout orchestré. Et c'est là que 3 explications deviennent possibles. La première, l'auteur disposait d'informations auxquelles personne d'autre n'avait accès. La seconde, il participait lui-même à certains projets. De l'intérieur. Mais la troisième, celle que certains commencent vraiment et réellement à envisager, c'est qu'ils savaient déjà ce qui allait arriver. Alors quelle que soit la réponse, une chose est certaine. À partir de maintenant, rester derrière un écran ne suffira plus. Parce que certains internautes vont décider d'aller vérifier tout ça sur le terrain. Et ce qu'ils vont découvrir va rendre cette histoire encore plus dérangeante. À ce stade de l'enquête, quelque chose a changé. Les internautes ne cherchent plus seulement à comprendre le livre, ils cherchent désormais à vérifier si tout ce qu'il raconte existe réellement. Et plus ils vérifient, plus la frontière entre le livre et le monde réel commence à disparaître. Les recherches continuent à la page 387. Une ligne attire l'attention. New York Times. Juste à côté, 2 dates entourées au stylo, le 15 novembre 1936 et le 9 septembre 1987. Pendant plusieurs jours, personne ne comprend réellement leur signification. Puis un internaute décide de fouiller les archives du journal. Et les 2 dates correspondent bien à 2 articles authentiques. Alors le premier parle d'une princesse cherokee. Et le second, de gigantesques installations de radars soviétiques durant la guerre froide. À cet instant, une vieille théorie est confirmée. Le mot découvert plusieurs centaines de pages plus tôt, vous vous en souvenez, désignait bien une princesse cherokee. Encore une connexion entre les pages, encore une pièce qui s'emboîte dans ce puzzle sans fin. Puis on arrive à la page 502. C'est probablement la plus dense de tout le livre. Au centre, une immense carte du sud-est des États-Unis. Autour, des diagrammes géométriques, des angles, 3 nouvelles coordonnées et surtout l'œil de la Providence. Le symbole que beaucoup associent à la franc-maçonnerie ou aux théories du complot. Les coordonnées sont immédiatement testées. Comme toujours, elles semblent exactes. Et elles conduisent à 3 nouveaux lieux, Brasstown Bold, Panther Top Lookout, et une petite église isolée perdue au cœur des Appalaches. Jusque-là, rien de vraiment nouveau. Simplement 3 destinations de plus. Mais cette fois,
quelque chose va changer. Au lieu de continuer leur recherche derrière un écran, plusieurs membres de Reddit décident d'y aller, physiquement. Après tout, si le livre décrit réellement ces endroits, peut-être qu'il y a encore quelque chose d'autre à découvrir sur place. Ils prennent leur sac à dos, leur voiture, leur appareil photo, leur GPS et commencent à parcourir les montagnes. Ce qu'ils trouvent dépasse complètement leurs attentes, parce que les lieux ne sont pas vides. Ils semblent avoir été préparés à leur arrivée. Sur certains rochers apparaissent des inscriptions, des mots gravés en cherokee. Plus loin, des cartes à jouer abandonnées, comme si quelqu'un les avait volontairement laissées là. Et à d'autres endroits, des autocollants, des symboles, des passages de la Bible écrits à la main. Tout parfaitement en lien avec les pages du livre. À cet instant, le mystère change de nature. Ce n'est plus seulement un objet étrange retrouvé dans une librairie. Quelqu'un s'est déplacé, quelqu'un est venu ici et a laissé des indices dans le monde réel. Et ce quelqu'un savait que des inconnus finiraient par les trouver. Plus ces internautes avancent, plus ils réalisent une chose. Ils ne sont plus simplement en train de résoudre des énigmes, ils sont en train de, inconsciemment, traverser des siècles d'histoire américaine. Que ce soit la culture cherokee, la guerre froide, la franc-maçonnerie, les premiers chercheurs d'or, les légendes des Appalaches, les premiers colons, chaque étape leur apprend quelque chose. Comme si le véritable objectif n'avait jamais été vraiment de cacher un trésor, mais de raconter une histoire gigantesque, dissimulée à travers des centaines de pages et de kilomètres sur des cartes. Et c'est précisément là que l'enquête devient inquiétante, parce que certains des objets retrouvés ne semblent pas anciens. Ils paraissent avoir été déposés récemment, comme si quelqu'un entretenait encore ce parcours, comme si le jeu continuait, il n'est pas fini, aujourd'hui encore. Et si c'était vrai, cela signifie une chose. La personne qui a créé cette énigme, ou le groupe qui l'a imaginé, est peut-être toujours en train de nous observer. À partir de la page 500, le ton du livre change encore. Les paysages disparaissent peu à peu, à leur place apparaissent des obélisques. Comme si l'auteur voulait nous conduire vers quelque chose de plus ancien, quelque chose d'enterré, de plus obscur, mystérieux. On rentre vraiment dans une série de pages beaucoup plus funestes. Les pages 518 et 519 semblent d'abord raconter deux scènes tout à fait ordinaires. Des paysages de Géorgie, quelques annotations, des chiffres, rien qui saute immédiatement aux yeux. Jusqu'à ce qu'un internaute remarque une série de coordonnées au bas de la page. 33 degrés, 33, 03, 333. Un détail étrange. Pourquoi écrire une coordonnée avec une précision aussi inhabituelle ? Lorsqu'on la reporte sur une carte, elle conduit au bout d'une route isolée, près de Pollard's Pond Road, en Géorgie. L'endroit paraît banal, un simple étang, pourtant, vu du ciel, sa forme est presque parfaitement triangulaire. Encore un symbole. La page suivante paraît tout aussi anodine. Un simple nombre, 14. Écrit au-dessus, un 2. Personne ne comprend immédiatement sa signification. Mais en combinant les indices des deux pages, les enquêteurs obtiennent une nouvelle destination. Le Magnolia Cemetery à Augusta. Un immense cimetière historique. Et une fois sur place, car ils y sont allés, le schéma du livre désigne 3 tombes très précises. Alors pourquoi celle-là ? La réponse se trouve dans une discrète annotation laissée dans la marge. Une référence au 47e problème d'Euclide. Un nom qui ne parlera peut-être pas à grand monde, jusqu'à ce qu'on réalise qu'il s'agit tout simplement du théorème de Pythagore. Encore de la géométrie, encore des angles, et toujours ces mêmes méthodes, ces mêmes obsessions. L'enquête continue. Page 636, une nouvelle séquence de code. Et à sa toute fin, un mot déjà rencontré plusieurs fois. Tallulah. Comme si ce nom refusait de disparaître. Comme s'il désignait quelque chose de beaucoup plus important que ce que tout le monde pouvait imaginer. Quelques dizaines de pages plus loin, le livre pointe vers un mémorial Cherokee dans le Tennessee. 8 immenses piliers de pierre, un pour chacun des clans historiques de la Première Nation Cherokee. Encore une fois, l'histoire des peuples autochtones
revient au centre de l'enquête. Encore une fois, le livre semble vouloir nous conduire vers un même récit. Puis arrive la toute dernière page, la page 695, les dernières coordonnées, le dernier lieu, et cette fois, elles conduisent à un bâtiment universitaire. À première vue, rien d'exceptionnel, sauf qu'il a été construit exactement à l'emplacement de l'ancienne monnaie de Dahlonega. L'endroit où furent frappées les premières pièces d'or américaines, un lieu chargé d'histoire, mais ce n'est pas ce qui retient l'attention des chercheurs, car la véritable révélation, c'est la date de sa création. 1838. Le même nombre, encore et toujours. Depuis le début de cette enquête, il apparaît comme certains autres symboles partout, comme une signature dans les images et dans les pages, dans les monuments, dans les coordonnées, et maintenant dans le dernier lieu du livre. À ce stade, il devient impossible de croire à une simple coïncidence. 1838 n'est pas une erreur, ce n'est pas une décoration, c'est une clé que l'auteur nous a montrée dès les premières minutes, en sachant parfaitement qu'on ne la comprendrait qu'à la toute fin. Le livre vient de boucler la boucle, mais paradoxalement, c'est à ce moment précis que le véritable mystère commence. Parce qu'une fois que tous les lieux ont été identifiés, l'enquête s'arrête brutalement. Plus aucun code ne cède, plus aucune avancée, comme si quelqu'un avait volontairement décidé de refermer la porte. Pendant près d'1 an, plus rien ne va se passer. Jusqu'au jour où un simple flyer, retrouvé par hasard dans une petite ville des Appalaches, va tout relancer. Après des mois d'analyse, l'enquête finit par s'essouffler. Tous les lieux connus ont été retrouvés, les cartes sont complètes, les expéditions sur le terrain se multiplient, mais malgré tous ces efforts, plus personne n'avance. Le livre semble avoir atteint une impasse. Les chercheurs comprennent alors qu'il ne contient pas un seul système de chiffrement, mais plusieurs. Alors les mots en cherokee, l'alphabet maçonnique et les symboles circulaires ont été craqués. Mais il existe une dernière famille de codes, plus complexe que toutes. Et là, personne ne parvient à la casser. Malgré les cryptographes, les passionnés d'ERG, les programmeurs et même les meilleurs spécialistes des énigmes de Reddit, tous finissent par abandonner. Pendant des mois, plus rien. Le mystère semble mort. Alors, Internet passe à autre chose et le livre disparaît peu à peu des fils de discussion, comme autant d'autres énigmes bien avant lui. Puis 1 an plus tard, alors que tout le monde pense l'affaire terminée, un nouveau post apparaît sur Reddit. Cette fois, sur un subreddit beaucoup plus discret, Earthfun Paper, une communauté où les internautes publient simplement des papiers étranges trouvés dans la rue. Le message est banal. Une utilisatrice affirme avoir ramassé un vieux flyer abandonné dans une petite ville des Appalaches, Maggie Valley. À première vue, ce n'est qu'une simple feuille de papier, mais en y regardant de plus près, les enquêteurs sentent immédiatement que quelque chose ne va pas. Sur les languettes du flyer est inscrit le nom d'un site, crossfiregambit.com. Et oui, exactement le même nom aperçu des mois plus tôt, page 18 du livre. Celui que personne n'avait réussi à expliquer. Alors ce n'était donc pas une simple annotation, c'était une piste depuis le début. Le flyer contient également un étrange poème cherokee, quelques lignes seulement, mais leur traduction intrigue immédiatement. J'ai pris mon esprit dans la rivière pour venir vivre avec vous dans la terre de la nuit. Alors ces mots proviennent d'un texte ancien appelé Nightland, un poème quasiment inconnu du grand public. En suivant le lien inscrit sur le flyer, les chercheurs découvrent donc un vieux site internet minimaliste, presque figé dans le temps, comme s'il n'avait été jamais mis à jour depuis les débuts du web. Et pourtant, ce site existait bel et bien depuis 12 novembre 2020. En explorant son contenu, les internautes tombent sur des dizaines de références du livre, des mots que l'on a déjà vus, les mêmes expressions qui reviennent encore et encore. Tout semble relié, mais une découverte va complètement changer leur manière de voir cette affaire. Le site contient exactement 52 mots de code, ni plus, ni moins, de couleurs différentes, rouge et noir. Et ce même nombre correspond au nombre d'un jeu de cartes classique. Un détail qui paraît anodin au départ, jusqu'à ce qu'un internaute tente une expérience, associer chaque groupe de mots à l'une des 52 cartes. Et contre toute attente, le système semble fonctionner. Pour la première fois depuis 1 an, une nouvelle porte vient de s'ouvrir.
À cet instant, beaucoup pensent que la chance est enfin revenue, qu'une inconnue est simplement tombée par hasard sur un indice oublié. Mais, en y regardant de plus près, ce hasard devient difficile à croire, parce que ce flyer apparaît exactement au moment où l'enquête est en train de mourir, dans la bonne ville, sur le bon subreddit, avec le bon nom, comme si quelqu'un avait attendu que les chercheurs décident d'abandonner avant de leur tendre volontairement la prochaine pièce du puzzle. Alors, et si ce flyer n'avait jamais été perdu? Et si quelqu'un l'avait déposé volontairement là, dans l'unique but de relancer l'enquête? Parce que la suite va révéler quelque chose d'encore plus troublant. Oui, le site crossfiregambit.com. Il n'aurait même jamais dû exister. Jusqu'ici, on pouvait encore croire à une succession de coïncidences. Un livre étrange, des lieux bien réels, quelques indices laissés de ci de là dans les montagnes et un flyer retrouvé par le pur des hasards. Mais une découverte va faire voler toute cette théorie en éclats. Les enquêteurs décident d'examiner le site Crossfire Gambit plus en détail, pas son contenu, son historique et surtout sa date de création. Et ce qu'ils découvrent est probablement l'information la plus importante de toute cette affaire. Car le site existait avant que le livre n'apparaisse sur Reddit, avant les premiers scans, avant que les milliers d'internautes commencent à enquêter, avant même que le monde entier n'entende parler de cette histoire. Autrement dit, quelqu'un avait préparé cette pièce du puzzle des mois à l'avance. À partir de cet instant, la chronologie entière de l'enquête s'effondre. En revenant sur le contenu du site, les internautes remarquent un détail troublant. Des dizaines de mots présents dans le livre réapparaissent exactement à l'identique, écrits de la même manière, placés comme des balises, comme si le livre et le site avaient toujours été conçus ensemble. Ils ne se répondaient pas, ils faisaient partie du même mécanisme. L'un des mots attire immédiatement l'attention. Medicine Dawn. En cliquant dessus, une simple photographie apparaît. La Murphy Pyramide. Encore elle. Décidément, tout semble toujours revenir à cet endroit. Mais cette fois, ce n'est pas la photo qui intrigue, c'est son format. Les internautes téléchargent l'image et regardent ses propriétés. Ils restent silencieux quelques secondes, et puis c'est la résolution qui pose problème, car elle est de 1838 pixels par 1838 pixels. Et oui, encore ce nombre, 1838. Toujours lui. Depuis le début de cette vidéo, il revient sans arrêt, il est au centre de cette énigme. Dans la signature, dans les documents, dans les monuments, dans les coordonnées, et maintenant jusque dans la taille d'une simple image. À ce stade, ce n'est pas une coïncidence, mais plutôt un détail qui doit attirer l'attention. Alors, un internaute décide de pousser l'analyse beaucoup plus loin. Il ouvre l'image dans GIMP, augmente fortement la saturation, puis modifie légèrement les couleurs. Et soudain, quelque chose apparaît devant ses yeux. Des mots, des dizaines de mots invisibles à l'œil nu, dissimulés directement dans l'image, comme si elle contenait une seconde couche, un deuxième message. Les chercheurs recopient tous ces termes, les classent, les réorganisent, puis l'un d'eux tente une expérience complètement improbable et inédite. Il trie tous les mots par ordre alphabétique, puis les relie sur une carte, les lieux auxquels ils correspondent. Personne ne s'attendait à un tel résultat. Et pourtant, un dessin commence à apparaître. Petit à petit, les points forment une silhouette, un immense oiseau. Impossible de ne pas le voir. Pourquoi un oiseau ? La réponse se trouve encore une fois dans la culture Cherokee. Selon une ancienne légende, un chasseur aurait aidé un couple d'oiseaux tonnerres à vaincre deux créatures monstrueuses qui dévoraient leurs petits. Et en récompense, les oiseaux réalisèrent son dernier souhait. Ils le transformèrent en aigle. Encore une référence Cherokee, encore un symbole caché, comme si tout ce projet poursuivait inlassablement le même objectif. Faire revivre une mémoire oubliée. C'est une balise du passé d'un peuple, la première nation Cherokee. À ce stade, une nouvelle question apparaît, et elle est bien plus inquiétante que toutes les précédentes. Pourquoi créer un site internet des années avant qu'il ne devienne vraiment utile? Et pourquoi cacher des indices que personne ne pouvait encore comprendre? Une seule explication semble tenir. Cette histoire n'a jamais été découverte. Elle a été construite pour être résolue,
dans un ordre précis, au moment choisi, par les personnes qui suivraient exactement le chemin imaginé par son créateur. Mais ce n'est pas encore le plus dérangeant, parce qu'en remontant jusqu'à la toute première publication Reddit, souvenez-vous, les internautes vont découvrir que le véritable manipulateur se trouve peut-être encore sous leurs yeux, et ce depuis le premier jour. Jusqu'ici, une idée semblait acquise. Le livre avait été trouvé par hasard, publié par un simple internaute, puis découvert par Internet. C'était le point de départ de toute l'enquête. Du moins, c'est ce que tout le monde croyait. Après la découverte du site Crossfire Gambit, plusieurs chercheurs décident de revenir au tout début de l'histoire. Ils veulent revérifier chaque détail, chaque témoignage, chaque date, chaque personne impliquée. Et très vite, quelque chose ne colle pas. Le premier élément concerne la librairie, celle où le mystérieux utilisateur affirme avoir acheté le livre. Des internautes retrouvent le magasin et décident de contacter son propriétaire. Ils lui posent une question toute simple. « Vous souvenez-vous de ce livre ?» La réponse est immédiate. Non. Il affirme n'avoir jamais entendu ni vendu un tel exemplaire. Jamais. En revanche, il se souvient parfaitement d'autre chose. Quelques mois auparavant, il avait reçu une étrange enveloppe, une lettre qu'il avait soigneusement conservée. Lorsqu'il accepte d'en envoyer les photographies, les enquêteurs restent figés. L'enveloppe est écrite avec la même encre bleue, le même style, les mêmes annotations. À l'intérieur, des scans de plusieurs pages de livres, un document à caractère maçonnique et surtout, une note manuscrite. Quelques lignes seulement, mais elle change complètement la chronologie de l'histoire. On peut y lire « This is the Soana Book », puis un peu plus bas « 11 Princesses of the Cherokee ». Ce détail peut paraître insignifiant, mais il ne l'est pas parce que cette lettre utilise le mot Soana. Or, à cette époque, personne sur Internet ne parlait encore de Soana, le nom n'existait tout simplement pas. Il n'apparaîtra que plusieurs semaines plus tard, lorsque les internautes interpréteront mal l'une des inscriptions du livre. Autrement dit, quelqu'un connaissait déjà cette appellation avant même que l'enquête publique ne commence. À partir de là, les chercheurs décident de remonter jusqu'au tout premier message Reddit, celui qui a lancé toute cette histoire. Ils analysent son auteur, son activité, ses anciennes publications, son pseudonyme, et un détail semble attirer leur attention. Son nom contient un mot, Einstein. Au début, cela peut paraître anodin. Puis quelqu'un retrouve ce même mot parmi les 52 mots du code présents sur le Crossfire Gambit. Encore une connexion, encore un fil qui ramène au point de départ. Puis les soupçons se tournent directement vers un autre personnage, cette mystérieuse utilisatrice qui prétend avoir retrouvé le fameux flyer par hasard à Maggie Valley. Pendant longtemps, personne ne remet en doute son histoire, jusqu'à ce que plusieurs internautes remarquent un détail. Le flyer apparaît exactement au moment où l'enquête est au point mort, au bon endroit, au bon moment, avec le bon indice. Une coïncidence presque trop parfaite. Et si ce flyer n'avait jamais été trouvé, mais volontairement déposé pour relancer le jeu? Quelques semaines plus tard, une nouvelle pièce s'ajoute au puzzle. Un compte X, vous savez, anciennement Twitter, qui apparaît comme ça, avec un nom, Wendy Dominique. Le prénom est le même que celui de la personne qui avait publié le flyer. Le compte diffuse en plus presque exclusivement des images cryptiques, des références directes à Crossfire Gambit, des symboles déjà vus et revus dans le livre. Comme si quelqu'un entretenait volontairement la flamme de l'enquête. Et ce n'est toujours pas fini. Au même moment, une chaîne YouTube est créée et son auteur se fait appeler Ricky. Alors les premières vidéos apparaissent pratiquement en même temps que les scans du livre. Et sa bannière, les Georgia Guidestone. Et oui, encore, toujours ces fameuses pierres, les Guidestone. Et le pseudonyme de cette personne évoque immédiatement un autre nom, R.C. Christian, le mystérieux commanditaire anonyme des Guidestone. Une nouvelle fois, tout semble relié. À ce stade, l'hypothèse devient difficile à ignorer. Et si le premier utilisateur Reddit n'avait jamais été un simple collectionneur? Et s'il était en fait le véritable créateur du projet? Et si Wendy n'avait jamais réellement trouvé ce flyer, mais avait simplement joué son rôle? À ce moment précis, l'enquête change complètement de visage. On ne cherche plus à savoir qui a écrit le livre, on cherche à comprendre qui manipule les enquêteurs depuis le premier jour, parce que si cette théorie est vraie, alors chacun des rebondissements de cette histoire a peut-être été planifié. Que ce soit le livre, le flyer, le site internet, les comptes sur les réseaux sociaux, les vidéos, tout. Comme si quelqu'un avait construit cette enquête pour que nous la suivions exactement dans cet ordre précis.
Et cette personne semble avoir laissé ses dernières instructions sur cette chaîne YouTube. Une chaîne tenue par un homme qui se fait appeler Ricky. À ce stade, il ne reste plus qu'une seule piste, une seule issue, cette fameuse chaîne YouTube de Ricky. Depuis des mois, elle intrigue tous les chercheurs, mais personne ne comprend vraiment à quoi elle sert au début. Ces vidéos sont courtes, étranges, presque hypnotiques, des éclipses, des pièces de monnaie, des cartes à jouer, des paysages, toujours les mêmes lieux qui reviennent en boucle et surtout toujours les mêmes symboles et encore, et ce nombre 1838. Les premières vidéos semblent ne faire que répéter ce que tout le monde sait déjà. Les Georgia Guidestone, le cube de granit, les inscriptions, vraiment rien de nouveau. Puis les internautes tombent sur une vidéo intitulée Artichoke. Elle montre d'abord Murphy Pyramid, encore une fois, puis d'autres pyramides, avant de s'arrêter sur un lieu perdu dans les montagnes de Caroline du Nord, le Tunnel to Nowhere, un endroit chargé de légendes selon certaines traditions Cherokee. La région serait liée à Spearfinger, une créature du folklore autochtone, un style de sorcière Cherokee. Une nouvelle fois, l'histoire Cherokee revient donc au cœur du puzzle, comme si tout ce projet cherchait inlassablement à raconter le même récit. Une autre vidéo attire rapidement l'attention. Son titre, Zébulon. À l'écran, des cartes à jouer, rien de plus. Pourtant, les chercheurs décident de les comparer avec les 52 mots découverts déjà sur le site Crossfire Gambit. Et soudain, tout s'emboîte. Chaque carte correspond donc à un mot, et chaque mot correspond donc à un lieu. Pour la première fois, le système entier semble fonctionner, comme si enfin les pièces du puzzle avaient trouvé leur place. Mais ce n'est pas terminé. En prenant les premières lettres de cette nouvelle séquence, on a un texte chiffré. Je vous l'affiche à l'écran. Puis, en appliquant un chiffre de Wechsner à l'aide d'un texte caché dans les pages 515 et 636, utilisé en tant que mot-clé, que j'affiche également à l'écran, un message apparaît enfin, clair, complet et surtout lisible. 4 and 7 Born Hidden reveals the cave of Princess Tokoa. 4 et 7, nez caché, révèlent la grotte de la princesse Tokoa. La princesse. Vous vous souvenez ? Ce mot était apparu presque au début de l'enquête, sur une page qui montrait Paris. À l'époque, cela semblait insignifiant. En réalité, il annonçait déjà la destination finale. Les chercheurs retournent alors sur une autre vidéo, Spearfinger. Cette fois, on y voit une voiture, un tunnel, des graffitis et plusieurs roses peintes sur un mur. Des explorateurs décident de s'y rendre. Ils comptent les fleurs, 11, exactement 11. 4 sont rouges, 7 sont blanches. Les mêmes chiffres que dans ce message, 4 et 7. Impossible de croire au hasard. Puis une dernière pièce vient compléter ce puzzle. Pour comprendre ces roses, il faut donc revenir une dernière fois à l'année 1838. Cette année-là, des milliers de Cherokees sont contraints d'abandonner leurs terres, déportés de force vers l'Oklahoma. Effectivement, pour exploiter l'or et les richesses de leur propre terre. Un voyage marqué par la faim, le froid, les maladies et surtout la mort. Cet exode porte aujourd'hui un nom, la piste des larmes. Quelques années plus tard, la rose Cherokee deviendra l'un des symboles de cette tragédie. Ses pétales blancs représentent ces différents clans de la nation Cherokee. Son cœur doré rappelle l'or qui a motivé donc l'expulsion de ce peuple de ces terres. Et surtout les 4 roses rouges, je ne peux pas évidemment l'affirmer, mais beaucoup y voient une représentation du sang versé durant cette marche. Si cette interprétation est correcte, alors tout prend un sens nouveau. Depuis le début, le livre ne cherchait peut-être pas à cacher un trésor, il cherchait juste à raconter une histoire oubliée, dissimulée derrière toutes ces énigmes pour obliger ceux qui les résoudraient à parcourir eux-mêmes les lieux où elles se sont déroulées. À apprendre la culture Cherokee, la langue Cherokee, à comprendre pourquoi surtout 1838 revient sans cesse et à reconstruire étape après étape une mémoire que le temps avait presque effacée. À ce niveau de précision, il devient difficile de parler de coïncidence. Le chiffre, les cartes, les vidéos, les coordonnées, les roses, les monuments, tout semble avoir été conçu pour conduire donc les enquêteurs jusqu'à ce moment précis. Mais une question demeure, peut-être la plus importante de toutes. Qui a construit cette gigantesque mécanique ? Et surtout, pourquoi avoir déployé autant d'efforts ? Simplement pour raconter une histoire.
Parce qu'au fond, le véritable mystère n'a peut-être jamais été le livre. Le véritable mystère, c'est bien son auteur. Alors, qu'est-ce que Sojourner au juste maintenant? NARG, une œuvre d'art monumentale, une chasse au trésor, ou le projet obsessionnel d'une seule et même personne qui aurait consacré des années de sa vie à construire l'une des énigmes les plus complexes jamais apparues sur Internet. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, personne ne le sait. Ce qui est certain en revanche, c'est que cette histoire dépasse largement le simple plaisir de résoudre des codes. Au fil de cette enquête, des milliers d'internautes ont appris à déchiffrer des systèmes cryptographiques. Et ils ont découvert de ce fait l'histoire de la nation Cherokee. Ils ont exploré les Appalaches. Ils ont visité des monuments oubliés. Ils se sont intéressés au début des États-Unis d'Amérique avec la franc-maçonnerie, avec les premiers colons, la guerre froide, les premiers marcheurs d'or américains. Et sans vraiment s'en rendre compte, ils ont suivi exactement le chemin que quelqu'un avait imaginé pour eux. C'est peut-être ça la véritable réussite de cette œuvre. Peu importe qu'il y ait ou non un trésor au bout. Le véritable voyage, c'était bien l'enquête elle-même, une enquête qui, 7 ans après la découverte du livre, continue encore et encore d'évoluer. La grotte de la princesse Tokoa n'a toujours pas été retrouvée. Certaines vidéos de Ricky n'ont jamais été entièrement décryptées. Des dizaines de codes résistent toujours et encore. Et régulièrement, de nouvelles théories apparaissent, comme si cette histoire refusait obstinément de se terminer. Il y a un dernier détail qui me fascine. À la fin de son enquête, le youtubeur Virtual Carbone remarque l'existence d'un autre compte, Ricky Maskristen 3302. Impossible, et je pense que rien que avoir entendu la fin 3302, de ne pas penser à Cicada 3301, ce célèbre puzzle d'internet dont j'ai déjà raconté toute l'histoire sur cette chaîne. Simple coïncidence, clin d'œil volontaire, ou la nouvelle couche d'une énigme qui en cache déjà des dizaines d'autres. Je n'en ai aucune certitude, et c'est précisément ce qui rend cette histoire aussi mystérieuse et fascinante. Parce qu'au fond, la vraie question n'est peut-être pas de savoir qui a vraiment écrit ce livre, mais pourquoi quelqu'un a jugé nécessaire de cacher un pan entier de l'histoire américaine derrière des centaines d'énigmes, des kilomètres de route et des années de recherche. Et surtout, combien d'indices attendent encore d'être découverts? Si cette enquête vous a passionné autant que moi, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette histoire. Si vous avez repéré un détail que j'aurais oublié, ou si vous avez votre propre théorie, partagez-la. Je lis vos commentaires et je réponds. Et ce sont souvent vos analyses qui me donnent envie d'aller encore plus loin dans les enquêtes suivantes. La prochaine vidéo est déjà en préparation et croyez-moi, elle sera tout aussi dérangeante.